y a quelques jours, j'ai réalisé avec stupeur que cela faisait 20 ans. Oui, 20 ans déjà. Mesdames et messieurs, c'était une première dans l'histoire de la République. Une première dame disparaissait, sans un mot, sans une explication. En 2007, la France apprend, médusée, que Cécilia Sarkozy ne vit plus à l'Élysée. Pas de discours d'adieu, pas de cérémonie officielle. Juste un silence assourdissant, un vide que le pouvoir tente maladroitement de combler. Derrière les dorures du palais présidentiel, celle que la presse surnommait la femme de fer du président étouffe. Fille d'un tailleur russe d'origine juive et d'une héritière espagnole issue d'une lignée artistique prestigieuse, Cecilia Siganer Albéniz a toujours refusé les carcans. Elle ne voulait ni être une ombre, ni incarner un symbole. Alors, un matin d'automne, elle choisit la liberté, quitte à provoquer un scandale national. 15 ans plus tard, en 2025, elle brise enfin le silence. Je vivais un rôle qui n'était pas le mien. Et soudain, la France redécouvre la femme derrière le mythe. Née le 12 novembre 1957 à Boulogne-Billancourt, Cécilia grandit dans un univers à la fois cosmopolite et singulier. Son père, André Siganer, fuyant la misère, devient un tailleur réputé, collaborant même avec Christian Dior. Sa mère, Diane Albéniz de Zwert, descend du célèbre compositeur espagnol Isaac Albéniz et incarne un raffinement européen presque aristocratique. De cette union naît une personnalité complexe, indomptable, exigeante, tiraillée entre élégance et soif d'indépendance. Élève au lycée Molière à Paris, elle entame des études de droit, qu'elle abandonne vite. Très tôt, elle sent que sa place n'est pas dans les amphithéâtres, mais dans les coulisses du pouvoir, là où se tissent les idées et les destins. En 1983, elle épouse Jacques Martin, animateur vedette des années 80, ouvrant ainsi les portes des cercles médiatiques et politiques. De cette union naissent 2 filles, Judith et Jeanne-Marie. Mais Cécilia ne se contente pas d'être la femme d'eux. Elle s'impose par sa présence magnétique, son regard acéré sur le jeu politique. C'est en 1984, lors d'une cérémonie municipale, qu'elle croise Nicolas Sarkozy, alors jeune élu ambitieux. Le courant passe immédiatement. 8 ans plus tard, elle quitte Jacques Martin pour vivre pleinement cette passion sulfureuse. La France bien pensante s'indigne. Mais Cécilia assume. Leur mariage, officialisé en 1996, donne naissance à Louis. Derrière les sourires de façade, un duo redoutable se forge. Cécilia devient la conseillère invisible de Sarkozy. Elle affine ses discours, affine sa posture, lit en lui, comme dans un livre ouvert. Confiera un proche au Figaro. Quand il devient ministre de l'Intérieur, elle est là, dans l'ombre des campagnes, au cœur des négociations. Mais cette proximité a un prix. Elle découvre les coulisses impitoyables du pouvoir. Intrigues, trahisons, mise en scène permanente. En mai 2007, Sarkozy accède à la présidence. Cécilia, malgré elle, devient première dame. Dès les premières semaines, elle bute contre la rigidité du protocole et la voracité des médias. Elle déteste les dîners officiels, les sourires forcés, les regards scrutateurs. En privé, elle répète « Je ne suis pas née pour être une icône ». La distance s'installe. Elle ne supporte plus les horaires imposés, les discours rédigés à sa place, ni la surveillance constante du personnel de l'Élysée. Les photographes la traquent. Les ministres chuchotent sur ses absences. Son couple s'effrite, rongé par le poids du pouvoir et par une autre histoire, celle qu'elle entretient avec Richard Attias, brillant homme d'affaires marocain, directeur de Publicis Events. Pendant que la France célèbre son président, Cécilia s'évade. Quelques jours à New York, puis à Marrakech. Le fossé devient infranchissable. En octobre 2007, 5 mois seulement après l'élection présidentielle, le divorce tombe. La France est sidérée. Jamais, sous la Ve République, un chef d'État n'avait divorcé en exercice. Cécilia quitte alors la scène politique. Elle épouse Richard Attias à New York, choisissant un avenir loin des projecteurs. Pourtant, son empreinte demeure. Pour beaucoup, elle incarne une femme libre qui a osé briser les codes du pouvoir, préférant la vérité à la gloire. Derrière la froideur qu'on lui reprochait se cachait une solitude immense, celle d'une femme que nulle couronne n'a jamais consolée. Son histoire ne serait qu'un roman tragique si elle n'avait pas été mêlée à la mécanique implacable du pouvoir. Car derrière les portes closes de l'Élysée, elle a vu un monde où les apparences valent plus que la sincérité. Et quand, en 2025, elle accepte enfin de parler, la France comprend pourquoi elle s'était tue si longtemps. Les tensions au sein du couple présidentiel ne datent pas de l'Élysée. Dès 2005, alors que Sarkozy est ministre de l'Intérieur, Cécilia vit dans un huis clos émotionnel. La politique a englouti leur intimité. Les gardes du corps la suivent partout. Les journalistes l'épient. Dans une lettre restée privée, elle écrit à une amie « Je dors à côté d'un homme qui ne m'écoute plus. Tout ce que je dis devient politique ». C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Richard Attias, organisateur de sommets internationaux. Leur complicité est immédiate, discrète, mais réelle. Rapidement, leur relation devient un scandale d'État. La presse s'empare de l'affaire et le nom de Cécilia disparaît des communiqués officiels. L'épisode le plus marquant survient en juillet 2007. Elle est envoyée en Libye comme émissaire spécial pour négocier la libération des infirmières bulgares. Mission réussie. Elle ramène les prisonnières à Sofia. Mais cette victoire diplomatique se retourne contre elle. Certains y voient une initiative personnelle non validée par Matignon. Le Canard enchaîné ironise
Madame la Présidente mène sa propre diplomatie. Ce jour-là, Cécilia comprend qu'elle n'a plus sa place. Dans les mois qui suivent, le gouffre s'élargit. Des proches racontent qu'elle vivait sous surveillance. Appels filtrés, déplacements contrôlés, conversations notées. « Je ne pouvais même plus aller faire mes courses sans qu'on me demande où j'allais », confiera-t-elle plus tard. Le protocole, d'abord protecteur, devient une cage dorée. Puis circule la rumeur d'un carnet secret. Selon Le Point et Marianne, Cécilia aurait tenu un cahier noir où elle consignait noms, promesses et compromissions entendues dans les couloirs du pouvoir. Une arme silencieuse, capable d'ébranler le mythe Sarkozy. Jamais publié, ce carnet alimente encore les spéculations. Un ancien conseiller affirme qu'il existe bel et bien et qu'il contient des vérités que personne n'ose relire. Lors de son entretien avec TF1 en 2025, elle évoque pour la première fois ses années d'enfermement. Je n'étais plus qu'une ombre. Tout ce que je faisais était contrôlé. On me disait « souris » alors que j'avais envie de crier. Sa sincérité bouleverse autant qu'elle dérange. Pour certains, c'est un acte de vengeance, pour d'autres, une libération nécessaire. Mais surtout, c'est la révélation d'une solitude profonde, celle d'une femme effacée par le système qu'elle avait aidé à construire. Le 14 octobre 2007, à 14h30, le divorce est prononcé au tribunal de Nanterre. Cécilia quitte l'Élysée par une porte latérale, accompagnée de 2 proches. Aucune déclaration à la presse. Ce jour-là, elle retrouve le silence qu'elle cherchait et la liberté qu'on lui refusait. En s'exilant à New York avec Richard Attias, elle tourne la page sans effacer le passé. Pourtant, le passé la rattrape. En 2023, Paris Match révèle qu'un ancien collaborateur de l'Élysée aurait tenté de l'intimider, lui demandant de ne pas rouvrir certains dossiers financiers liés à la campagne de 2007. Elle ne commente pas, mais son regard, lors d'une apparition à Genève, en dit long. Cécilia Attias ne s'est jamais présentée comme une victime. Elle se définit comme une femme qui a repris le contrôle de sa vie. Son silence maîtrisé, ses rares interventions tranchantes, le mystère de son carnet, tout cela a façonné une légende moderne, celle de la première dame qui a choisi de partir et dont le départ a ébranlé tout un système. Après le fracas médiatique, elle reconstruit sa vie loin de Paris. En 2008, elle épouse Richard Attias à New York dans une cérémonie discrète mais symbolique. Le couple s'installe entre Manhattan, Marrakech et Genève, 3 refuges qui incarnent sa quête d'équilibre entre influence, discrétion et liberté. Loin des ors républicains, Cécilia se réinvente. Avec Richard, elle cofonde Richard Attias & Associates, spécialisé dans l'organisation de forums économiques mondiaux. Elle y joue un rôle stratégique, notamment en diplomatie privée. C'est aussi là qu'elle crée la Cécilia Attias Foundation for Women, dédiée au leadership féminin et aux droits des femmes en zone de conflit. Entre 2010 et 2020, elle devient une figure du soft power français à l'international. Conférences au Moyen-Orient, interventions au New York Forum Africa, collaborations humanitaires. Le contraste est saisissant. De l'épouse rebelle, elle devient une femme d'influence apaisée, engagée dans la médiation et la diplomatie sociale. Mais cette réussite ne va pas sans douleur. En France, son nom reste associé à un épisode jugé humiliant pour la présidence. Certains médias la dépeignent comme ayant abandonné sa fonction. D'autres en font une héroïne tragique. Elle refuse tout rôle figé. En 2021, dans un entretien au Temps, elle déclare « J'ai cessé de me justifier. On m'a trop souvent fait parler à ma place ». Sur le plan patrimonial, Cécilia n'a jamais étalé le luxe tape à l'œil. Son patrimoine, estimé entre 20 et 25 millions d'euros, Forbes France 2024, provient surtout de ses parts dans l'entreprise de son mari et d'investissements dans l'événementiel. Elle possède un appartement à Manhattan, acheté 6 millions de dollars en 2011, et une villa andalouse à Marrakech, loin des caméras. Quant aux rumeurs d'accords financiers lors de son divorce avec Sarkozy, aucun chiffre officiel n'a jamais été confirmé. Mais plusieurs sources évoquent un règlement discret et la cession de biens communs. Le couple a surtout protégé leur fils Louis, aujourd'hui essayiste respecté en France et aux États-Unis. Cécilia reste très proche de lui. Tous deux partagent une méfiance profonde envers la superficialité politique. Avec le temps, elle impose une nouvelle image. Ni victime, ni substitut présidentiel, mais femme d'affaires accomplie et mère protectrice. En 2025, à 67 ans, elle vit à Genève, dans un appartement surplombant le lac Léman. Ses apparitions publiques sont rares, toujours mesurées, impeccables. Ceux qui l'ont côtoyée la décrivent comme d'une élégance distante et d'une lucidité redoutable. Son parcours est une revanche silencieuse, celle d'une femme qui, après avoir côtoyé le pouvoir, a appris à le maîtriser autrement, par la parole rare, l'influence discrète et le contrôle absolu de son image. L'ex-première dame, jadis enfermée dans un rôle, écrit désormais son propre récit. Son retour sur TF1 en 2025 marque un tournant. Elle n'est plus l'ombre d'un président, mais la voix d'une femme libérée. Face caméra, calme et ferme, elle brise 15 ans de silence. « Je n'ai jamais voulu être une première dame. J'ai voulu être une femme. »
Pendant plus d'1 heure, elle parle sans détour des manipulations, des pressions, des menaces voilées. Elle avoue avoir été proche du point de rupture, mais sans haine. Le pouvoir l'a possédée comme il aurait possédé n'importe qui, dit-elle de Sarkozy, avec une lucidité presque tendre. Les médias s'emparent de ces mots, Le Monde parle de aveu d'une première dame fantôme, Gala salue son courage, BFM TV. Titre, Cécilia Attias règle ses comptes avec le pouvoir. Elle, sereine, refuse tout règlement de compte, elle veut simplement laisser une trace véridique avant que d'autres ne réécrivent l'histoire. L'émission, suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs, relance les spéculations autour de son fameux carnet secret. Existe-t-il encore ? Est-il en Suisse? L'a-t-elle détruit? Interrogée, elle se contente de sourire. Le silence protège mieux que les mots. Les réactions politiques affluent. D'anciens collaborateurs de Sarkozy sont assourdis. Un ministre anonyme confie « Elle en savait trop ». Pourtant, aucune plainte, aucune enquête. Le pouvoir préfère encore le silence. Dans le dernier plan de l'entretien, Cécilia regarde droit dans la caméra. Son visage est apaisé, presque mélancolique. Je n'ai jamais cherché à blesser, seulement à dire la vérité. Ce regard-là, plus que ces mots, résume toute son histoire, celle d'une femme qui a quitté la lumière pour sauver son âme. Aujourd'hui, Cécilia Attias vit à Genève, loin des caméras, dans un calme presque suspendu. Ceux qui la croisent disent qu'elle marche chaque matin au bord du lac Léman, écouteurs aux oreilles, indifférente au tumulte du monde. Sa vie se résume à son mari, ses enfants et ses engagements pour les femmes. Loin de Paris, elle savoure enfin l'anonymat qu'elle n'a jamais eu. Mais son nom reste gravé dans l'histoire, celui d'une première dame qui a osé dire non, non au protocole, non à l'hypocrisie, non à la prison dorée du pouvoir. Sa trajectoire, mêlant courage et douleur, inspire une génération entière de femmes qui refusent d'être définies par les hommes qu'elles ont aimés. Quand on lui demande si elle referait les mêmes choix, elle répond simplement « oui », parce qu'au moins, cette fois-là, c'était moi. Une phrase qui résonne comme un manifeste. Cécilia n'a pas laissé derrière elle un héritage politique, mais un message universel, celui de la liberté, chèrement conquise. Et dans ce silence qu'elle s'est choisi, elle reste, paradoxalement, l'une des voix les plus fortes de la République.